On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h30 à Kinshasa. Processus de Luanda. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le jeudi 19 septembre à la Cité de l'Union africaine l'émissaire de son homologue angolais, João Lourenço. Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, était porteur d'un message concernant le processus de paix entamé pour la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Le jeudi 19 septembre 2024, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu Tété Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président João Lourenço concernant le processus de paix sur l'est de la République démocratique du Congo. Cette visite intervient à la suite de la rencontre qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda. À part nos relations bilatérales, le président Lourenço assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma sœur Thérèse et moi, et le ministre rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la ville de Luanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Et il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son Excellence, le président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions, les travaux que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec ma collègue, ici de la RDC, compris notre collègue, le ministre du Rwandais, donc partant de la réunion de Luanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Je n'irai pas dans des détails. Je n'irai pas dans le détail, comme vous le comprenez. Le ministre angolais a réitéré l'engagement du président Lourenço à œuvrer aux côtés du peuple congolais en faveur de la restauration de la paix, du développement économique et de relations bilatérales entre la RDC et l'Angola. Restons toujours à la Cité de l'Union africaine. 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté leur lettre de créance auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le jeudi 19 septembre au cours d'une cérémonie solennelle au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Ils sont venus de la République de la Côte d'Ivoire, du Royaume de Suède, de la France et du Gabon. Le détail dans ces commentaires que vous propose Ranta Luyela. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée le jeudi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de Zabavi François Xavier de la République de Côte d'Ivoire, de Madame Joséphine Patricia Ntiam Eya du Gabon, Joachim Vaverka du Royaume de Suède et de Rémi Maréchaux de la France. Âgé de 62 ans, Zabavi François Xavier détient une maîtrise en droit. Il a été directeur général de relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire ainsi que directeur de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées de l'ONU au ministère des Affaires étrangères. De son côté, Madame Joséphine Patricia Ntiam Eya a un diplôme de hautes études internationales ainsi que de conseiller des affaires étrangères. Elle a exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement
gouvernement gabonais, plus précisément au ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, Joachim Wawerka, outre des passages dans les représentations de la Suède en Égypte et à l'ONU, il a notamment occupé la fonction de directeur adjoint de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Enfin, Rémi Marichaud est détenteur d'un diplôme de magistère de relations internationales et actions à l'étranger de l'Institut d'études politiques et licence d'histoire. Diplomate des carrières, il a exercé dans plusieurs pays africains et institutions internationales. Parlons à présent de la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est adressé le jeudi 19 septembre à ses homologues réunis à Johannesburg pour la 12e conférence de présidents du Parlement panafricain lancée depuis le 18 septembre. Dans cette intervention, le président de la Chambre basse du Parlement a appelé les Africains à bannir le guerre et à cultiver l'unité sur le continent. Le détail dans cet élément. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe ne cesse d'intensifier la diplomatie parlementaire, axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame qui vit la population du Nord Kivu et des Lituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence de présidents de parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur les dangers que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. D'autre part, il a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga et l'hydrographie. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Dans le domaine de l'eau, les réserves de la République démocratique du Congo sont estimées à 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Dans le cadre de la transition énergétique, nous disposons de plus de 80% des réserves de lithium, du cobalt et du coltan. Dans le cadre de la biodiversité, mon pays peut contribuer à un plan ambitieux de l'Afrique aussi, parce que nous regorgeons la deuxième forêt du monde. À noter que dans son discours, le professeur Vital Kamerhe a brossé les efforts déjà entrepris par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement de base qui a permis de réduire à plus de 80% le taux d'analphabétisme en RDC. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement de 145 territoires.
Et puis la Chambre basse du Parlement était en plénière le jeudi 19 septembre 2024 uniquement pour examiner et adopter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges instauré en mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les détails dans cet élément de la cellule de communication. Regardez. Après la cérémonie inaugurale le lundi dernier de la session ordinaire de septembre 2024, l'Assemblée nationale a tenu sa première plénière le jeudi 19 septembre 2024. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilumbayi. Il s'agissait notamment de l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi défendu par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, devant la représentation nationale au nom du gouvernement, a été ainsi adopté par les élus du peuple sans débat à la suite d'une motion de l'honorable Mulumba. 331 personnes, 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté. Dans la présentation de ce texte, le Mineta Mutamba a rappelé que l'état de siège avait été proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de restaurer la paix dans la partie est du pays en proie à une insécurité chronique. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans la partie est de notre pays, terre de nos ancêtres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état des sièges dans les 2 provinces précitées. Il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère plus que jamais indispensable. Notons que sur les 338 députés présents à l'hémicycle, 331 ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Ici de rappeler que la prorogation de ces régimes d'exception est d'une durée de 15 jours, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution de la République. Le cessez-le-feu décrété depuis le 4 août 2024 au Nord Kivu entre le FARDC et la coalition M23-RDF doit être respecté. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, l'a dit le jeudi 19 septembre 2024 à Goma au Nord Kivu, où il séjourne après l'étape de Kinshasa. Le diplomate onusien a exprimé son soutien aux initiatives de la MONUSCO et des autorités provinciales pour garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur. Il a cependant souligné que de nombreux défis persistent, appelant à intensifier les efforts pour consolider la paix dans la région longtemps meurtrie par des conflits armés. Suivez. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter au mécanisme de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu
qui s'est traduit par une certaine diminution des violences. Je vous transmets les informations du gouverneur, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence, bien entendu, vous le savez. Donc beaucoup de travail à faire, une relation très confiante avec les autorités, la volonté de continuer, une forte détermination de la part de nos collègues de la MONUSCO, Madame la représentante spéciale Bintou Keïta qui est avec moi, le chef du bureau ici à Goma qui est également avec moi, et de l'autre côté de la table aussi de la part du gouverneur et de ses collègues, une très forte détermination. Donc les défis sont là, on le sait, mais nous sommes déterminés à avancer. Voilà les quelques messages. Dans l'actualité également, Kamanda Wakamanda Muzembe a été élu ce vendredi président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, s'imposant comme le nouvel homme fort d'une profession en quête de réforme. Devant des centaines de partisans réunis à Kinshasa, Kamanda a promis de restaurer l'image du journalisme congolais miné par des problèmes de gouvernance, de précarité et des manques de respect de la déontologie. Suivez ces commentaires. Les journalistes congolais ont veillé toute la nuit pour élire leur nouveau dirigeant à l'issue d'un congrès de 3 jours qui s'est clôturé avec succès dans la nuit des jeudis à ce vendredi 20 septembre 2024 au centre d'accueil Nganda à Kinshasa. Lors de ce 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, Kamanda Wakamanda Muzembe, ancien journaliste de la radio France Internationale, a été élu président de l'UNPC pour un mandat de 5 ans, battant ainsi le président sortant Modeste Chabani. Kamanda Wakamanda prend la tête de l'UNPC dans un contexte de défi majeur pour la presse congolaise marqué par des questions de régulation et de professionnalisme. Son élection est perçue comme le début d'une nouvelle ère pour les médias et son mandat sera crucial pour mettre en œuvre les réformes nécessaires. Cyril Kileba Pokams, président de la NAPCO et directeur du journal de Poste, a été élu premier vice-président avec 88 voix, devançant Tabasenge 28 voix et Jacques Asuka 19 voix. Gino Rehema, journaliste à Radio Top Congo FM, a été élue conseillère avec 65 voix, battant Michel Makonko. Rachel Kitsita a remporté le poste de trésorière générale avec une large majorité, obtenant 90 voix contre 45 pour Sylvie Bongo. Zegbia Wembulu Jepsi a été réélu secrétaire général de l'UNPC avec 68 voix, surpassant Pierrot Mbouyou 36 voix et Jonas Kota 25 voix. Le journaliste Siméon Isako a été élu juge. Rappelons que cette élection marque un tournant pour l'UNPC qui reste la principale instance d'autorégulation de médias en République démocratique du Congo. Le nouveau dirigeant aura pour tâche de redresser un secteur en proie à des crises internes et à un besoin urgent de réforme. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec Merveille Loabéa à 19h pour la grande édition du journal. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.